Les problèmes de conditionnement. L'objectif de cette courte capsule est de démontrer les problèmes qu'on peut rencontrer si on a un mauvais conditionnement de notre matrice de rigidité, ainsi que les outils pour diagnostiquer ce genre de problème. Considérons par exemple un problème que vous avez peut-être déjà résolu dans le cadre de l'introduction du cours sur les problèmes de cadre à barreaux droits. Donc dans ce problème-là, on fait un maillage par exemple à deux éléments finis, ce qui va nous conduire à trois nœuds, donc un nœud 1, 2 et 3. Et si on fait les calculs, on obtient par exemple ce genre de matrice de rigidité. Donc on doit résoudre le système F égale KU. Et remarquez que pour l'instant, je n'ai imposé aucun degré de liberté ni aucune force. La solution de ce problème serait tout naturellement de dire que U est égal à la matrice de rigidité inverse fois les forces. Or, le problème ici, c'est que les matrices de rigidité sont toujours singulières. En d'autres termes, leur déterminant est égal à 0, ce qui fait en sorte que lorsqu'on veut calculer la matrice inverse, qui elle fait intervenir 1 sur le déterminant, on obtient quelque chose qui est ici indéterminé. Cela fait en sorte que lorsqu'on a une matrice de rigidité et qu'on n'impose aucune force ou aucun déplacement sur cette dernière, en fait, c'est lorsqu'on n'impose aucun déplacement, on ne peut pas solutionner. Ça revient à dire à la chose suivante, c'est que si on a une structure comme ça qui est dans l'espace, elle peut se trouver à une infinité de points et être en équilibre. Dès que je fixe un déplacement à un point donné, je fixe de façon complètement déterminée le reste de la structure. Donc, le fait que les matrices de rigidité soient toujours singulières représente le fait qu'il faut absolument fixer un déplacement à un endroit pour pouvoir solutionner le problème. Donc, le problème ici du fait que la matrice de rigidité est singulière est bien sûr évité en imposant des conditions aux rives. Parfois, ça peut paraître évident, mais parfois ça peut paraître très difficile de s'assurer que notre structure n'a pas de mouvement de corps rigide ou a une seule configuration qui est suffisante pour tout déterminer le reste des déplacements sur cette dernière. Et ça va se passer lorsque on n'a pas mis assez d'appui pour être en équilibre statique. Donc, cela va entraîner un mouvement de corps rigide ou un mouvement de la structure qui est à l'infini. C'est donc à l'utilisateur de s'assurer que la structure est en équilibre statique, c'est-à-dire que la structure a assez d'appui pour éviter les mouvements de corps rigide. Donc, il faut que les trois translations soient au moins fixées à un seul point. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un point donné, il faut au total dans la structure, qu'il n'y ait pas de mouvement de translation de corps rigide qui soit permis. Et ce, même si on a des problèmes plans où l'on sait par avance qu'il n'y aura pas de déplacement dans une direction donnée. Donc, il faut fixer les déplacements même s'il n'y a pas de force dans une direction donnée. Et il faut aussi que la structure ne puisse pas tourner à l'infini autour de certains axes. Donc ça, pour arriver à ça, il faut fixer les trois rotations à au moins un point, où on peut aussi fixer les translations de manière astucieuse pour éviter les rotations. Donc, par exemple, ici, si j'ai mon crayon ici et que je le tiens à un endroit donné, si je fais que fixer les déplacements, je peux avoir des rotations comme je veux. Donc, pour éviter les mouvements de corps rigides sur mon crayon, il faut que, en plus de fixer le déplacement, il faut que je l'encastre ici pour éviter toutes les rotations de corps rigides sur ma structure. Donc, on va regarder le cas maintenant où on aura un mauvais conditionnement de notre matrice de rigidité. Pour ce faire, on va considérer un problème très simple là, ici de deux ressorts, où on pourrait dire deux barreaux droits là, qui sont attachés un à la suite de l'autre, donc chacun avec leur rigidité K1 et K2. Donc si on fait l'assemblage de la matrice de rigidité de ce problème-là, on trouve ici les constantes K1 et K2. À gauche, on trouve la force P au nœud 1. Au nœud 2, j'ai aucune force. Au nœud 3, j'ai une force inconnue, qui c'est celle que je vais vouloir calculer. De l'autre côté, avec les nœuds, au nœud 1 et au nœud 2, je ne connais pas le déplacement. Par contre, au nœud 3, je sais que je suis appuyé. Donc ça, c'est un problème où je vais pouvoir venir effacer cette ligne-là et cette ligne-là pour m'obtenir le système d'équation qui va être défini avec cette partie de la matrice et les déplacements qui sont à cet endroit. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'obtiens ici le système que je peux solutionner et je vais avoir ici que si je pose que P égale à 1, que le déplacement U2 est donné par cette relation-là ici et finalement U2 va être donné par 1 sur moins K1
plus K1 plus K2. Donc là, ici, si on voulait simuler, par exemple, qu'un ressort est infiniment rigide dans tout le système, on pourrait dire, ben, on va donner une valeur très rigide à K1. Donc, par exemple, ici, si je voulais simuler que ce ressort-là là, est infiniment rigide par rapport à K2, ben, je pourrais naturellement dire, ben, OK, ben, je vais rentrer une propriété qui est vraiment très grande. Donc, par exemple, si je rentre que K2 vaut 6 fois 10 à la 6, je pourrais entrer dans mon code de calcul que K1 vaut 1 fois 10 à la 50. Par contre, il faut savoir que les ordinateurs ne font des calculs qu'à une certaine précision. En effet, en général, quand on fait des calculs en double précision, on peut aller jusqu'à 16 chiffres significatifs. Dans notre cas ici, si on regarde le calcul, bien, si je fais l'opération K1 plus K2 en premier, donc j'ai 1 plus beaucoup de chiffres, fois 10 à la 50 ici. Donc je vais me remarquer que le 6 qui est ici est très loin dans mon équation. Donc, si l'ordinateur fait cette première opération-là, il va me retourner le chiffre 1 fois 10 à la 50. Et alors, si je calcule mon déplacement U2, qui va être moins K1, donc moins 1 fois 10 à la 50, plus K1 plus K2, je vais obtenir ici un résultat indéterminé parce que je vais avoir atteint la précision de la machine. Donc, c'est très important dans un code de calcul par élément fini, lorsqu'on veut simuler des rigidités qui sont infinies, de ne pas entrer des propriétés infinies, mais bien utiliser des MPC qui sont faits pour ce genre de situation-là. Une autre quantité intéressante que Nastran offre pour faire le diagnostic, pour voir si la solution est précise, c'est deux quantités importantes. Donc la première, c'est le plus grand rapport entre deux composantes de la diagonale de la matrice de rigidité. Donc ce rapport-là, qu'on appelle max ratio, va prendre la matrice de rigidité du système, donc par exemple ici. Donc si je prends le problème qu'on avait initialement, donc j'ai ma matrice de rigidité ici, Nastran va venir extraire les termes diagonaux et va faire le rapport entre le plus grand et le plus petit terme de la matrice de rigidité. Donc ce premier calcul-là donne un indice du conditionnement de la matrice de rigidité. Donc, si on a un max ratio qui est plus grand que 10 à la 7, ça veut dire qu'il y a une rigidité qui va être 10 à la 7 fois plus grande qu'une autre, là, grosso modo. Il se peut qu'il y ait un problème de conditionnement et il se peut qu'on ait des erreurs numériques lorsqu'on fait les calculs. Une autre quantité que Nastran utilise pour valider ces calculs, c'est le travail des forces résiduelles. Donc, on va définir le travail des forces résiduelles comme étant le travail des forces résiduelles sur le travail des forces extérieures. Donc, qu'est-ce que c'est cette quantité qui peut paraître abstraite à première vue? Donc, si on appelle D la solution exacte du problème, la solution sans arrondi, sans inconnu, donc tout est clair, on appelle la solution du problème D, et D, c'est la solution du problème obtenu par le programme, c'est-à-dire qu'il solutionne le système F égale KU, et puisque c'est une machine, il n'y a pas une capacité de calcul infinie, donc la solution qu'on obtient peut avoir un peu d'erreur, et cette solution-là, on va l'appeler D avec une barre par-dessus. On sait que le travail est un vecteur qui multiplie scalairement un vecteur force. Donc, un déplacement fois un vecteur force, ça me fait un travail. Donc, le travail des forces externes de la structure sera obtenu en multipliant ici le vecteur déplacement fois les forces. Donc, en tout point de la structure, je multiplie la force et le déplacement associé, puis ça me fait un travail. Et je somme tous les travaux sur tous les nœuds, et ça me donne le travail des forces extérieures ici, obtenu avec la solution. Maintenant, on va définir le travail des forces résiduelles comme étant cette quantité-là ici, K qui multiplie D moins F. Donc ici, si j'avais la solution exacte, K fois D sans petite barre moins F serait égal à 0. Mais puisque notre vecteur D ici, qui vient de la solution du problème, ce ne sera jamais la solution exacte. Donc, la force qui est définie par ce terme-là ici, si on veut, on va l'appeler la force résiduelle parce que ça va être la différence entre les forces obtenues avec la solution du problème approché, moins les forces qui sont imposées sur ce dernier. Donc, cette quantité, c'est comme une sorte d'écart entre la solution exacte et la solution approximative du problème. Donc, si on veut regarder le travail des forces résiduelles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ici, on retrouve ici les forces résiduelles. Donc,
les forces qui viennent de la solution approchée, moins les forces imposées sur la structure. Ça me donne les forces résiduelles. Je multiplie ça par les déplacements obtenus par la solution. Donc, force ici fois un déplacement, ça me fait du travail. Et ça, je divise ça par le travail des forces extérieures calculées avec les déplacements approchés. Donc, cette quantité-là, grosso modo, représente, si on veut, une approximation de l'énergie de déformation qui est perdue dans les erreurs d'arrondi. Si cette différence-là, en valeur absolue, est plus grande que 10 à la moins 7, c'est aussi une source d'inquiétude. Donc, ça veut dire à ce moment-là que dans notre structure, on a peut-être entré des propriétés qui sont trop différentes, qui fait en sorte qu'on a des erreurs d'arrondi trop importantes, ce qui pourrait entacher notre résultat d'erreur. Donc, le code de calcul, comme Nastran ou comme n'importe quel autre code, fournit des indicateurs pour la qualité du conditionnement numérique de notre matrice de rigidité. Le code de calcul va toujours donner une solution, même si l'indicateur est en dehors des limites admissibles. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Le code va vous donner une solution, mais par contre, il va souvent vous émettre un avertissement en disant « Oh, attention, je calcule la solution, mais je ne suis pas certain, il est possible qu'il y ait des erreurs numériques. » Donc c'est donc à vous, comme utilisateur, de valider que les indicateurs de conditionnement de la matrice de rigidité sont à l'intérieur des limites généralement acceptées pour ce code de calcul-là. Évidemment, même si on n'a pas d'erreur de conditionnement, ça ne veut pas dire que le modèle qu'on a représenté ne représente pas la réalité. Donc, ces indicateurs ne remplacent absolument pas le bon jugement de l'utilisateur quant à l'interprétation physique des résultats. Donc, ce sont des indicateurs qui servent uniquement à s'assurer de la qualité numérique de la solution. Ça ne va pas confirmer que le modèle que vous avez entré, c'est le bon modèle, qu'il représente bien la réalité. Ces indicateurs ne font qu'indiquer que le code de calcul ne fait pas d'erreur numérique dans l'exécution des calculs que vous lui demandez de faire.